Parmi toutes les nations instables, aucune n'est aussi puissante que le Pakistan. Doté de l'arme nucléaire, militairement capable et abritant 250 millions d'habitants, le Pakistan s'est imposé avec force dans les années 2020. Il a noué des liens forts avec Pékin et surtout avec Washington, tout en s'affirmant comme une grande puissance islamique. C'est aussi une nation en proie à des insurrections meurtrières et continues, confrontée à un rival nucléaire et jamais loin d'une destruction mutuelle assurée. C'est une nation d'ambition sans limite, cherchant la richesse, la reconnaissance et le pouvoir sur la scène mondiale, et c'est une nation où toute cette ambition et toutes les réalisations du Pakistan peuvent disparaître en un claquement de doigts. Chaque jour, le Pakistan et ses dirigeants avancent sur une corde raide, progressant à petits pas vers ce qui pourrait être un avenir glorieux. Ils font tout pour éviter une chute catastrophique, mais la position du Pakistan est aujourd'hui plus dangereuse que jamais. Les groupes terroristes et séparatistes se sont enhardis, tandis que l'opposition politique est acculée, forcée de se battre. Son économie vacille, sa position régionale est précaire, et ses alliances mondiales risquent de la disperser. Pire encore, le dirigeant suprême de la nation et ses alliés semblent penser qu'ils ont déjà gagné. Et dans une nation qui n'est jamais loin du bord de la crise, l'excès de confiance peut se transformer en une erreur fatale. Des bombes à travers le Baloutchistan dans les premières heures du matin du samedi 31 janvier, la nation du Pakistan a été frappée par l'une de ses plus grandes attaques terroristes depuis des années. L'attaque était centrée sur la province du Baloutchistan, riche en ressources mais appauvrie, une région relativement rurale qui représente plus de 40% de la superficie totale du Pakistan. À Quetta, capitale régionale, et dans toute la province, des hommes armés ont attaqué des postes de police, banques, marchés, écoles, et toutes cibles à leur portée. Munis de gilets explosifs, fusils et bombes artisanales, ces militants ont tué au moins des dizaines de personnes, le nombre exact restant incertain. Selon le gouvernement pakistanais, plus de 35 civils sont morts lors de l'attaque, ainsi que 22 membres de la police de l'armée et des milices qui avaient tenté de stopper le bain de sang, d'après l'organisation responsable. L'attaque a été appelée « Opération Irov » ou « Tempête noire » et a entraîné la mort de 84 membres des forces de sécurité pakistanaises, avec 18 autres pris en otage. Le groupe ayant revendiqué l'attaque était l'Armée de libération du Baloutchistan, connue des anglophones sous le nom de BLS, des représentants du groupe ethnique baloutche du Pakistan, le même qui constitue la majorité locale dans la province du Baloutchistan. L'Armée de libération du Baloutchistan mène une insurrection contre le Pakistan depuis des années. Il s'agit d'un groupe séparatiste qui milite pour un État baloutche indépendant, un combat qui dure depuis l'indépendance du Pakistan à la fin des années 1940. Au cœur de leur insurrection se trouve une réalité sombre. Le Baloutchistan possède d'incroyables ressources naturelles. Cela devrait être un endroit riche et prospère, mais il est exploité par le gouvernement pakistanais et ses partenaires étrangers, tandis que le peuple baloutche ne voit jamais la moindre pièce. L'attaque du samedi 31 était la plus récente de la campagne d'insurrection de l'Armée de libération baloutche, ALB, qui s'est sophistiquée et mieux coordonnée ces dernières années. En réponse, les services de sécurité pakistanais ont réagi rapidement. Ils sont intervenus dans les villes et villages, ont affronté les insurgés de l'ALB dans les rues et ont verrouillé la région. Alors que l'attaque terroriste était maîtrisée, la région a été plongée pendant 2 jours consécutifs dans des fusillades quasi ininterrompues, les autorités pakistanaises affirmant que 145 militants de l'ALB avaient été tués dimanche soir. Mercredi, le Pakistan a annoncé la libération de la ville de Nouchki, où les forces de l'ALB avaient pris le contrôle avant de retourner leurs armes vers l'extérieur pour se défendre contre un siège. Plusieurs dizaines de militants et 7 policiers auraient été tués avant la sécurisation totale de la ville. À ce moment-là, le Pakistan a indiqué que les combats se poursuivaient ailleurs, avec près de 180 insurgés de l'ALB tués. Et à ce moment-là, l'ALB affirmait que ses combattants avaient tué 280 membres des forces de sécurité pakistanaises, ou plus. Maintenant, la vérité sur le nombre de morts au Baloutchistan pourrait ne pas être connue avant un certain temps, si tant est que le monde découvre un jour le véritable bilan. Des deux côtés, tant l'ALB que le gouvernement pakistanais sont connus pour minimiser le nombre de morts dans leurs propres rangs et exagérer les pertes subies par leurs adversaires. Quel que soit dans les chiffres, l'ampleur de l'attaque affaiblie de l'ALB était indéniable. Lors de l'assaut, les forces de l'ALB ont pris en otage des responsables provinciaux, capturé des administrations de districts dans au moins 6 lieux et coordonné des attaques dans 13 centres, et sont arrivés à moins d'1 kilomètre des bureaux du ministre en chef du Baloutchistan.
Ils ont fait évader près de 30 prisonniers d'une prison, tenté de franchir le périmètre d'un grand port en eau profonde construit par les Chinois, pénétrer dans le QG de la garde côtière pakistanaise, tirer des lance-roquettes sur une banque, incendier des postes de police et sembler se déplacer librement. Dans toute la capitale provinciale, le groupe a pu accéder aux haut-parleurs des mosquées dans toute la province, appelant la population baloutche à aider à prendre le contrôle. Ils ont soutenu les combats contre le gouvernement pakistanais tout le week-end. C'est important car, selon le gouvernement pakistanais, l'armée de libération du Baloutchistan, ALB, et ses alliés au Baloutchistan seraient en retraite. En fait, selon la version pakistanaise de la crise séparatiste du Baloutchistan, l'ALB c'est bien sous contrôle, constamment déjoué et constamment traqué. Juste un jour avant la grande attaque de l'ALB, le Pakistan avait annoncé avoir tué plus de 40 combattants du groupe lors de 2 raids sur leur cachette. En 2025, après le détournement d'un train et la prise d'otages par des combattants de l'ALB dans un tunnel pendant plus d'une journée, le gouvernement pakistanais a lancé des représailles et des opérations de contre-insurrection pour éviter que cela ne se reproduise. Le Pakistan s'est mobilisé contre la nation de l'Inde, qu'il accuse d'alimenter et de soutenir l'insurrection baloutche. Et il a affirmé que ces répressions dans la région étaient censées affaiblir le groupe tout en limitant toute influence extérieure. Et pourtant, le Pakistan se retrouvait à nouveau dans cette situation, avec de la fumée s'élevant au-dessus des villes et des cités après qu'environ 200 militants aient réussi à mener une attaque. À cette échelle, nous commençons cet épisode sur la crise générale du Pakistan avec l'histoire de la BLA et sa récente attaque. Parce que la force de la BLA et sa capacité à résister, malgré les meilleurs efforts du Pakistan en matière de contre-insurrection, indiquent un problème bien plus profond. Le peuple du Baloutchistan est peut-être pauvre, mais leur terre est l'une des plus riches de tout le Pakistan. D'un point de vue économique, il est crucial pour les autorités pakistanaises de la protéger. C'est un endroit où d'importantes opérations d'extraction de ressources se sont installées, alimentées non seulement par des investissements pakistanais, mais aussi par d'énormes investissements étrangers. L'argent, l'équipement et des devises étrangères sont fortement concentrés au Baloutchistan, supervisant et facilitant l'extraction, et les intérêts chinois en particulier y sont bien représentés. Cela signifie qu'il est extrêmement important pour le Pakistan de garder la région sûre, stable et propice à l'investissement. Et pourtant, une attaque comme celle-ci a tout de même été possible, et ce n'est pas un incident isolé. Les insurgés du bloc visent souvent les forces de sécurité pakistanaises, les projets d'infrastructures étrangers et surtout les intérêts chinois. L'armée de libération du Baloutchistan et leurs alliés sont une entité connue, avec des ambitions connues et des objectifs opérationnels connus. Et pourtant, lorsque le Pakistan fait de son mieux pour stabiliser la région, voici les résultats. Si une telle attaque est possible, l'armée de libération du Baloutchistan n'est pas en retraite mais à l'offensive. Ce n'est pas la seule insurrection asymétrique que le Pakistan affronte. Il doit également faire face à une deuxième menace terroriste majeure dans ses régions plus au nord, celle des talibans pakistanais, un groupe distinct des talibans afghans. Le Pakistan accuse les talibans afghans de soutenir leurs frères pakistanais, actifs surtout près de la frontière afghane. Les talibans pakistanais collaborent avec un réseau d'autres insurrections djihadistes, bénéficiant du soutien local d'une partie de la population pachtoune du pays. Dans ce processus, les talibans pakistanais n'ont pas retrouvé la force qu'ils avaient lors du pic de la guerre contre le terrorisme. Ils sont devenus une menace littéralement constante pour le Pakistan dans les années 2020, perpétrant bien plus d'1 millier d'attaques recensées au cours des 2 dernières années. Aujourd'hui, leurs objectifs se concentrent sur l'établissement de systèmes de charia locaux dans certaines régions du Pakistan. Ils contrôlent tout où ils le peuvent, développant une gouvernance semi-autonome. Ils profitent de largement de la frontière la plus pauvre du Pakistan, franchissant librement la zone avec l'Afghanistan, au point que le Pakistan a mené une brève guerre frontalière avec son voisin occidental en 2025. Il crée également un environnement très permissif pour d'autres groupes djihadistes plus petits, mais encore plus dangereux, y compris l'État islamique, afin qu'ils puissent à nouveau s'installer. C'est une menace sécuritaire connue et persistante que le Pakistan n'a pas seulement eu du mal à neutraliser. Les services de sécurité pakistanais n'ont pas réussi à empêcher les talibans pakistanais de se développer, tant en termes d'influence que de potentiel opérationnel. Aujourd'hui, les insurgés sont devenus barons de la drogue, fournissant des stupéfiants aux grandes villes et centres économiques du Pakistan. Ils ont établi des réseaux locaux robustes, montrant leur capacité à planifier des opérations sans être détectés par les services de renseignement pakistanais. Et comme l'insurrection au Baloutchistan, ils sont devenus tellement enhardis qu'ils ont eux-mêmes imposé des limites à leurs propres opérations de manière unilatérale.
Tant l'armée de libération du Baloutchistan et ses alliés que les talibans pakistanais et leurs alliés privilégient des cibles qui représentent soit le gouvernement fédéral pakistanais, ses institutions et son armée, soit des cibles qui représentent des étrangers. Investisseurs étrangers, ressortissants étrangers et personnes d'autres régions du Pakistan. Dans les deux cas, le Pakistan affronte des groupes insurgés opérationnellement avisés, très capables, flexibles et bien armés, et le Pakistan est en train de perdre. Ni l'armée de libération du Baloutchistan, ni les talibans pakistanais ne renverseront directement la direction pakistanaise dans les prochaines années. Mais les deux insurrections se renforcent, malgré les meilleurs efforts du Pakistan pour les arrêter. Et cela constituerait déjà un problème sérieux avant même d'aborder tout le reste, et avant que nous ne parlions de tous les autres problèmes qui contribuent à la grave crise du Pakistan. Nous devons parler d'un problème sur lequel notre équipe travaille jour et nuit. Ici, chez Warfronts et Assist Channel Homefronts, notre équipe produit pas moins de 8 épisodes chaque semaine, gratuitement, pour que vous puissiez en profiter. Vous, passionnés de géopolitique, en voulez toujours plus. C'est pourquoi nous avons lancé Frontstock Company, dont le site a récemment été refondu. Et maintenant, si je puis me permettre, il est encore plus beau qu'avant et beaucoup plus rapide, donc c'est plutôt agréable. Notre abonnement premium propose plus d'épisodes sur les conflits peu médiatisés, les récits cachés et les histoires majeures qui façonnent notre monde. Abonnez-vous à Frontsco pour accéder à notre bibliothèque de contenus bonus exclusifs, dont des analyses hebdomadaires et des épisodes réguliers de la série Salle de briefing. Résumé de quelques-unes des histoires majeures souvent ignorées par les rédactions mondiales. Vous bénéficierez aussi d'un accès à nos articles rédigés par une équipe croissante de journalistes et d'experts primés. L'abonnement coûte seulement 5$ par mois ou 50 par an. C'est une excellente affaire, je le pense vraiment. Cela nous aide aussi à développer et élargir nos contenus gratuits sur YouTube. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Et maintenant, retour au Pakistan sur des fondations ébranlées. À l'instant, nous avons expliqué que, à eux seuls, ni l'insurrection séparatiste baloutche, ni les groupes djihadistes comme les talibans pakistanais ne seraient incapables de faire tomber le gouvernement pakistanais de sitôt. Le problème cependant, c'est que la crise de sécurité intérieure du Pakistan est liée à une crise bien plus vaste. Et même s'il n'est pas vrai que la crise plus vaste permettrait au BLA ou aux talibans pakistanais de prendre le contrôle d'Islamabad, ce n'est pas non plus leur objectif. Fondamentalement, les deux principales menaces internes du Pakistan tirent des profits du chaos. Plus le Pakistan est faible, mieux c'est. Et si l'État pakistanais devait se détériorer au point de s'effondrer, alors ils en profiteraient, mais ils ne seraient pas les seuls. Du côté de l'opposition politique persécutée et enragée du Pakistan, aux civils économiquement marginalisés, en passant par ceux qui pensent qu'ils devraient diriger l'État pakistanais, le chaos profite à tout le monde, sauf à ceux qui sont déjà au pouvoir. Nous allons commencer par l'opposition pakistanaise. Il y a seulement quelques années, les membres et les partisans de cette opposition croyaient encore qu'ils avaient la capacité de provoquer un véritable changement dans le pays. Bien que le Pakistan ait longtemps été dirigé par son armée, qui s'appuie sur un gouvernement civil bien contrôlé pour exercer sa volonté. Des dirigeants récents comme l'ancien Premier ministre Imran Khan ont semblé s'opposer à l'armée de manière significative et réussir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Imran Khan est emprisonné après une saga de plusieurs années, au cours de laquelle il a accusé l'armée de truquer ouvertement les élections. Alors que des manifestants pacifiques descendaient dans la rue et subissaient entre répression et représailles, le Pakistan limitait sévèrement la liberté des médias, la société civile et la politique intérieure. Les disparitions forcées de journalistes, défenseurs des droits et autres voix critiques sont fréquentes. Les citoyens savent que l'armée est prête à manipuler les élections à sa guise. Et Imran Khan lui-même fait face à des centaines de poursuites judiciaires. Beaucoup de ces affaires n'auront finalement pas d'importance, puisque Khan risque déjà de passer le reste de sa vie en prison. Pour la direction militaire du Pakistan, et surtout pour le véritable dirigeant du pays, le maréchal Asim Munir. Son comportement présente un avantage clair, permettre à l'armée de garder directement son pouvoir. Le problème avec ces actes flagrants de répression politique, c'est que la direction pakistanaise n'a laissé aucune issue à son opposition. Et lorsqu'une opposition politique commence à croire qu'il n'y a aucun moyen de faire entendre sa voix dans le statu quo, ses motivations commencent à changer très rapidement. C'est une leçon que certains autocrates mondiaux ont déjà apprise. Prenez Yoweri Museveni de l'Ouganda, qui a été réélu à plusieurs reprises lors de scrutins entachés d'abus de pouvoir de l'État, de répression et d'autres actes flagrants de manipulation. Mais il a généralement permis à de vraies figures de l'opposition de se présenter à l'élection, leur accordant une part décente du vote officiel des perdants.
Ou regardez Vladimir Poutine voyant un défi approcher d'Alakchina. Navalny a pu se présenter à ce qui semblait être une élection largement libre et équitable pour le poste de maire de Moscou, pour que Navalny perde face au maire sortant vraiment populaire en ville. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, de petites astuces comme celle-ci sont des éléments essentiels du manuel d'un autocrate compétent, donnant aux opposants du régime juste assez d'espoir pour croire qu'un changement pourrait un jour être possible par des moyens conventionnels. Ainsi, il est plus difficile de justifier une forme de révolte plus dangereuse. C'est plutôt malin. Mais si les dirigeants du Pakistan ont déjà compris ce principe, ils ne le comprennent certainement plus aujourd'hui. Maintenant, privée d'options légitimes pour s'opposer au régime, l'opposition nationale est furieuse, et d'immenses pans de la population ressentent la même chose. Cette colère est aggravée de façon exponentielle par les problèmes économiques que le Pakistan endure depuis des années. La nation est embourbée dans plusieurs crises économiques, avec une inflation galopante, d'énormes déficits commerciaux et une catastrophe du coût de la vie qui dure depuis environ 5 ans. Aujourd'hui, en 2026, il y a des signes que la situation au Pakistan s'améliore, mais cela montre à quel point les choses allaient mal. Prenez les résultats d'un récent sondage Gallup, qui s'est félicité d'avoir constaté qu'aujourd'hui, 31% des Pakistanais pensent que leur niveau de vie s'améliore. Nos spectateurs les plus avisés, amateurs de statistiques, pourraient en dire « Simon, ce n'est même pas la moitié du Pakistan, ni une personne sur 3. » Mais même si vous auriez raison de faire cette remarque, le sondage reste une bonne nouvelle, car il y a à peine 2 ans, seulement 15% des gens pensaient que leur niveau de vie s'améliorait. Ce qui est pire que tous les autres pays du monde, à l'exception de l'Afghanistan et du Liban. Ce même sondage a révélé qu'un Pakistanais sur 4 pensait que leur économie locale s'améliorait à nouveau, soit plus du double du chiffre d'il y a seulement 2 ans. 6 sur 10. Les Pakistanais désapprouvaient les dirigeants du pays et 71% pensaient que le gouvernement est à nouveau corrompu, ce qui est mieux que les près de 90% du même sondage en 2023. Malgré quelques améliorations mineures, la situation économique des Pakistanais reste grave. Et pour le régime au pouvoir dans le pays, il est difficile de surestimer à quel point ce problème est immense. Après tout, nous sommes en 2026 et au cours des dernières années, nous avons vu des révolutions de la génération Z, renverser des dictatures et éjecter des ministres des Finances pour moins que ça dans des pays situés dangereusement près des frontières du Pakistan. Et cela avant même de mentionner la colère extrême envers le Pakistan dans les régions marginalisées, non seulement au Baloutchistan, mais aussi dans des endroits comme le Cachemire. Pire encore, la campagne de répression de l'armée fait que, depuis quelques années, il n'y a personne d'autre à blâmer à part l'armée et ses marionnettes au Parlement. Ajoutez à cela le fait que cette même armée est critiquée de toutes parts sur la question de la sécurité intérieure, en tentant, sans succès, de gérer une économie qui aurait besoin d'années de gestion compétente pour être rétablie. La centralisation d'autant de responsabilités sous la direction ultime de l'armée pakistanaise était une affaire risquée, même lorsque les choses allaient en bien. Sans parler de quand elles vont aussi mal. Ensuite, il y a tous les défis auxquels le Pakistan essaie confronté au-delà de ses propres frontières, les 2 endroits évidents pour commencer étant l'Inde et l'Afghanistan. Le Pakistan a mené des conflits limités avec les 2 nations en 2025, et il est vrai qu'il avait des raisons de sortir de ces affrontements et de revendiquer un certain succès contre l'Inde. Le Pakistan a déclaré avoir abattu plusieurs avions de chasse français grâce à ses modèles chinois, une affirmation rapidement exploitée par Pékin pour promouvoir son matériel. Face à l'Afghanistan, le Pakistan a clairement pris le dessus, lors des affrontements directs qui ont eu lieu dans les 2 cas. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Face à l'Inde, le Pakistan a peut-être évité un échange nucléaire et même obtenu quelques victoires à exhiber à la télévision d'État. Mais il s'est lancé dans une bataille contre un voisin bien plus puissant, lui laissant un œil au beurre noir et un ego blessé. Cela pourrait augmenter les futures confrontations selon les conditions de l'Inde. Face à l'Afghanistan, bien que le Pakistan ait souvent gagné, il n'a pas réussi à dissuader durablement les talibans pakistanais dans la zone frontalière, ni à pousser l'Afghanistan à agir. Le Pakistan a atteint ses objectifs tactiques, mais pas ses objectifs stratégiques, et maintenant il s'est mis dans une impasse avec ses propres extrémistes. Quand l'Inde est vue comme ayant provoqué le Pakistan, ou que les talibans pakistanais créent le chaos près de leur bastion. La base de partisans du gouvernement militaire, de plus en plus restreinte, attend qu'ils partent en guerre et rapportent des victoires à célébrer. Pire encore, le Pakistan risque de trop s'engager à l'international dans de nouvelles alliances et accords de sécurité. Cela peut paraître une victoire pour Islamabad, mais seulement si on n'examine pas de près.
En 2025, le Pakistan a signé un traité de défense mutuelle avec l'Arabie saoudite, comprenant une garantie de sécurité collective similaire à celle de l'OTAN. Une attaque contre une nation est vue comme visant les deux. La Turquie semble agir de façon similaire, même si des sources turques ont récemment affirmé à la presse mondiale qu'elles ne rejoindraient pas directement l'alliance saoudo-pakistanaise. Le Pakistan renforce ses liens sécuritaires avec le Qatar et l'Égypte. Il fait des avances au gouvernement instable de la Somalie, de la Libye et du Soudan. Et à chaque fois qu'il le fait, il s'expose davantage au risque d'être entraîné dans les luttes de pouvoir du Moyen-Orient, les rivalités du monde islamique, voire même des conflits ouverts. Ce type d'engagement géopolitique, où le Pakistan peut se positionner comme une force dominante dans le monde islamique, est très bien en soi. Jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part, mette le Pakistan au défi. De l'autre côté du paysage sécuritaire changeant du Moyen-Orient, l'Inde apporte son soutien à un nouvel axe qui inclut Israël, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et le Maroc, entre autres. L'Inde et d'autres nations opposées au Pakistan peuvent désormais l'entraîner dans une série infinie de conflits par procuration. Et cela avant même de considérer un possible effondrement du régime iranien ou tout scénario pouvant causer une crise de réfugiés à la frontière pakistanaise. L'Iran compte environ 93 millions d'habitants, soit plus du double de l'Afghanistan, où les réfugiés afghans ont longtemps exercé une forte pression sur le Pakistan. Plus largement, il y a les relations précaires du Pakistan avec ses deux principaux partenaires étrangers, la Chine et les États-Unis. Nous allons d'abord aborder les liens avec les États-Unis, car ils se sont approfondis. Plus récemment, en tant que maréchal, Mounir a approfondi une relation personnelle avec Donald Trump. L'administration actuelle des États-Unis accorde de l'importance à ses liens avec le Pakistan pour plusieurs raisons, mais deux dominent, la Chine et les minéraux critiques. Les États-Unis souhaitent renforcer leur présence au Pakistan pour contrer la Chine, mais cela reste difficile. Le Pakistan compte parmi les plus proches alliés de la Chine, bien que leurs relations demeurent complexes, comme nous l'expliquerons bientôt. Les États-Unis souhaitent que le Pakistan devienne un acteur clé de leur chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques, d'autant que ce pays possède des ressources à vendre. Mais bon nombre de ses principaux gisements sont situés dans les mêmes zones, là où sévit l'insurrection, au Baloutchistan, ou là où les talibans pakistanais sont les plus menaçants. L'amitié grandissante du Pakistan avec les États-Unis n'est pas gratuite. Elle dépend de l'idée que l'Amérique puisse accéder à ces minéraux de manière sûre et régulière, tout en éloignant le Pakistan de la Chine. Si l'une ou les deux de ces hypothèses s'avèrent dans le fausse, alors les choses peuvent commencer à se dégrader pour le Pakistan, et cela très rapidement. Et c'est encore plus vrai pour la Chine. La Chine considère peut-être le Pakistan comme un partenaire proche, mais ce n'est pas parce que Xi Jinping et Hassim Mounir aiment simplement s'écouter parler. Le Pakistan est un atout stratégique crucial pour la Chine et, à ce titre, la Chine a investi d'énormes sommes d'argent, de temps et de main-d'œuvre pour faire du Pakistan le partenaire qu'elle souhaite. Mais en géopolitique, l'objectif numéro 1 de la Chine est simple. Que ce soit en Birmanie, en Asie centrale, à travers l'Afrique ou ailleurs, la Chine le démontre. Quoi que vous fassiez, ne touchez pas aux intérêts de la Chine. Et si vous êtes un gouvernement partenaire de la Chine, alors assurez-vous que personne ne puisse toucher à leurs intérêts. Le problème est que l'armée de libération du Baloutchistan, les talibans pakistanais et de nombreux groupes au Pakistan sont déterminés à attaquer et détruire les intérêts chinois accessibles. Ce problème s'aggrave clairement avec le temps, comme le montrent les récentes attaques au Baloutchistan, survenues peu avant la rédaction de cet épisode. Lorsque nous affirmons que le Pakistan traverse une crise, il ne s'agit pas d'une crise unique. Le plus difficile pour les dirigeants pakistanais est que tout est lié. La sécurité intérieure du Pakistan nuit à ses relations avec ses principaux investisseurs, freine sa reprise économique, fragilise son système politique et rend ses relations extérieures plus risquées, tout en renforçant les insurgés. Ces problèmes s'alimentent mutuellement. Et même si elle a eu du temps et de nombreuses occasions, la direction pakistanaise n'a pas été capable de s'attaquer de manière significative à aucun de ces problèmes. Parfois, on a presque l'impression que les dirigeants pakistanais ne se rendent même pas compte de l'existence de certains de ces problèmes. Le Pakistan fait face à une instabilité chronique et multidimensionnelle, sans perspective claire de reprise ni signe de compétence suffisante de ses dirigeants pour un redressement. Ce statu quo ne peut tout simplement pas durer éternellement. Et si le Pakistan veut éviter un monde où cette crise s'aggrave, alors ses dirigeants et la communauté internationale doivent agir dès maintenant. Les conséquences d'un échec sont tout simplement trop graves pour être acceptées, et merci de votre attention.